Bonjour, monsieur le directeur général, cher Bonjour. Alexander. Ravi d'être avec vous et particulièrement heureux que vous nous receviez ici, receviez EY dans votre bureau, le Saint des Saints, le lieu depuis lequel vous commandez maintenant depuis septembre 2020, je crois, la destinée de cette grande maison, de cette grande double maison, à la fois l'Opéra Bastille, ici où nous sommes, et puis l'Opéra Garnier, bien entendu. Alors je crois qu'on va aimer pouvoir vous entendre sur cette expérience absolument inédite que vous avez vécue, prendre la charge d'une grande institution en pleine crise Covid. Je pense que peu ont pu connaître, même aucun n'ont dû connaître une telle expérience, et je pense que ce sera très enrichissant pour nous tous que de voir et de comprendre par quoi vous avez traversé tout au long de ces 2 ans et demi maintenant que vous êtes à la tête de l'Opéra de Paris. Mais alors, si vous me permettez, peut-être je vais faire quelque chose qui est assez contraire à l'étiquette, peut-être même au canon de la politesse. Je vais d'abord dire 2 mots d'EY. d'EY parce que EY est, vous le savez, voilà, aux côtés de l'Opéra de Paris depuis maintenant plus de 20 ans en tant que mécène principal, et que notre engagement arrive à échéance très bientôt, au 30 juin 2022. Et voilà, notre maison est une partnership avec 300 associés en France. Et donc, évidemment que voilà, ce type d'engagement nécessite d'obtenir un large consensus pour pouvoir être poursuivi, acté. Et nous avons, au cours des derniers mois, lancé une large consultation auprès d'un panel très représentatif de nos associés. Et aujourd'hui, bon, vous le savez, vous déjà, mais pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent, j'ai le bonheur de pouvoir annoncer que EY s'engage de nouveau pour les 3 prochaines années, si vous acceptez notre sollicitation plutôt, pour rester et être à vos côtés sur les 3 prochaines années en tant que mécène principal. C'est pour nous très important, parce que inscrire cet engagement dans la durée, c'est une condition au fond de construire sur le long terme, et nous sommes fiers de pouvoir marquer justement un engagement dans la durée. Et puis c'est aussi très important parce que votre maison symbolise au fond ce vers quoi nous tendons, évidemment très modestement sur le terrain des services professionnels, mais vous êtes pour nous le symbole de ce qu'est justement l'art de combiner des expertises, des disciplines, des pratiques artistiques différentes, le chant, la musique, la danse, mais aussi bien sûr la mise en scène, les décors, les costumes, toutes ces choses-là. Et donc marier les différentes disciplines, c'est aussi ce que nous cherchons à faire à notre modeste mesure. Et donc, merci de pouvoir nous donner cette résonance, au fond, entre EY et l'Opéra de Paris, qui est pour nous un élément de prestige très important. Mais venons-en à la raison pour laquelle nous sommes ici, qui est de vous entendre, et de vous entendre sur cette période très étrange, finalement, que nous avons traversée. Et j'aimerais pouvoir que vous nous partagiez avec nous peut-être au fond les grands éléments structurants de ce que vous avez vécu. Avec plaisir, mais tout d'abord, on est vraiment ravis que vous avez renouvelé ce partenariat qui existe depuis tellement longtemps. C'est important pour nous aussi d'avoir des partenaires loyaux et fidèles, parce qu'ici aussi, ça se construit dans le long terme. Je pense qu'on a déjà construit beaucoup ensemble. Et là, de savoir qu'on peut continuer à construire pendant 3 ans encore, je m'en réjouis vraiment. Un grand merci. Merci Alexandre. Tout l'honneur est pour nous. Après, sur la période, effectivement, elle reste compliquée. Je garde l'espoir que là, au moment où on se parle, là, qu'on est au dernier grand feu d'artifice du virus, espérons-le. Effectivement, on l'a vécu comme tout le monde depuis 2 ans. D'abord avec une longue période de fermeture totale. Après, avec une réouverture partielle. Nous avons d'abord créé, surtout pour les caméras, on a pu travailler, on a pu préparer les spectacles, mais sans public, pour la plupart. Après,
l'ouverture au public, avec des contraintes qui, à la fin, n'étaient pas trop sévères. Mais là, la période depuis début janvier a été assez éprouvante, avec les cas de contamination qui ont explosé un peu partout, de maintenir l'activité quand il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de malades au sein des équipes. On a bien tenu, on a dû annuler, même dans un mois de décembre très chargé, le mois de janvier qui était aussi très intense, on a pu maintenir la plupart de l'activité. Et là, on espère bien que on a passé le cap. Depuis une petite semaine, j'espère, on voit que le nombre d'absents diminue, que les gens qui étaient malades reviennent au travail. Mais on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Ici, dans le lyrique, on constitue une équipe qui travaille vraiment de la première répétition à la dernière représentation, et de voir ces aléas qui s'installent, avec des absents qui peuvent tomber à tout moment. Des fois, genre à 1 heure du début de spectacle, on a dû chercher des musiciens remplaçants, avec très peu de temps avant la levée du rideau. On a perdu un chef d'orchestre un peu à la dernière minute qui a dû être remplacé par quelqu'un qui n'avait pas répété. Mais c'est difficile de maintenir la qualité des spectacles parce qu'on est toujours dans le conflit, si vous voulez. Est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on dit on est vraiment plus au niveau, il faut qu'on annule? En fait, vous êtes passé à un mode de gestion de l'urgence. Vous êtes des urgentistes du spectacle vivant, on pourrait pratiquement dire. Et oui, on est vraiment beaucoup plus dans la gestion quotidienne de notre activité que d'habitude, parce que d'habitude, vous savez, une saison d'opéra, ça se construit 3, 4, même 5 ans en avance, et après, on exécute ce qu'on a programmé. Là, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de visibilité, très souvent, on reprend dans une seule semaine l'activité tout le temps, pour les collaborateurs de la direction musicale qui doivent chercher des remplaçants musiciens. C'est vraiment l'enfer. Là, on gère d'habitude à la direction musicale peut-être 80-90 contrats de CDD par mois dans une période normale. Aujourd'hui, on est à presque 400. Ça veut dire même côté administration, il y a tellement plus de choses à faire. En plus, dans les équipes aussi, il y a des absents. Du coup, on travaille avec les 2 aléas, et on a poussé très fort pendant toute cette période de ne pas abandonner la programmation future. Donc une charge, évidemment, j'imagine, difficile, beaucoup plus lourde. C'est une pour charge, gérer le quotidien, pour gérer l'avenir. Un mot sur la façon dont les artistes eux-mêmes ont vécu cette période, parce que on a l'impression qu'il y a eu d'abord... Enfin, finalement, il y a 2 situations assez différentes. Il y a eu le grand vide, pendant toutes les confinements durs, si je puis dire. Et maintenant, il y a la reprise des spectacles. Est-ce que, mais avec ces aléas en termes d'organisation, du fait des contaminations nombreuses, comment est-ce qu'ils traversent cette période-là? J'imagine qu'ils sont somme toute, malgré tout, très heureux de pouvoir se produire de nouveau. Alors, il y a eu opéra chez soi, il y a eu la capacité malgré tout d'être dans de la production distancielle. On a tous vécu en distanciel, mais c'est pas la même chose. Non, en fait, la chose la plus triste qu'on a vécue pendant toute cette période, c'est donner spectacle devant une salle vide. Ah oui. C'est toujours mieux que de ne pas travailler du tout, mais un spectacle, on l'appelle le spectacle vivant, c'est vivant parce qu'il y a un retour de la salle. Tout le monde le sait, les artistes ressentent très fort l'énergie d'une salle qui réagit au spectacle. Si on n'a pas ça, c'est vraiment... c'est comme nager dans une piscine sans eau, si vous voulez. Ça fait un peu mal. Oui. Non, mais effectivement, pour les artistes, les 2 années passées ont été très éprouvantes. C'est sûr, parce que d'abord, il y avait un arrêt brutal de toute activité. Et arrêt brutal, ça veut aussi dire pas de revenus. Il y a beaucoup d'artistes, surtout les cachets moyens et les petits cachets, qui ont vraiment du mal à vivre. Oui, bien sûr. Et là, aujourd'hui, on travaille, heureusement.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il a la joie de jouer, de chanter, de danser, mais aussi beaucoup de peur. Est-ce que je vais attraper le virus? Parce que chanter sur scène, il faut bien le faire sans masque pour la plupart. Du coup, ça reste fragile. Je pense que le bonheur de retrouver la scène, euh, ça vient avec la peur de se contaminer aujourd'hui. D'accord. On peut se contaminer partout, pas sur scène seulement, mais... Bien sûr. Du coup, tout le monde attend, je pense, avec grande impatience, Le retour. le retour. Je ne sais pas si ce serait le retour à la normale, hein, mais juste un climat un peu plus apaisé. Très bien. Je crois qu'on peut effectivement tous se le souhaiter et c'est très intéressant effectivement et très parlant en fait de comprendre qu'au fond on est toujours quand même dans cette situation d'incertitude, mais avec une force de volonté qui s'exprime à travers cette formidable production, finalement programmation 2021-2022, qui a été la première programmation sur laquelle vous avez pu mettre votre empreinte. Et pour les saisons à venir, donc vous avez dû concilier cette gestion de l'urgence et cette gestion du lendemain. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager avec nous et sur la façon dont vous voudriez inscrire la démarche de l'Opéra de Paris sous Alexander Neff, à travers la direction d'Alexander Neff, voilà, quels sont les éléments saillants pour demain, et puis peut-être au passage nous dire quels sont les points peut-être d'étonnement que vous avez. Alors, vous avez été très évidemment aux prises d'abord de cette crise, mais j'imagine qu'il y a pu y avoir aussi quand même une prise de réflexion sur ce qu'est l'Opéra de Paris, et en particulier par rapport à votre expérience passée à avoir dirigé l'Opéra de Toronto, les grandes différences. Bon, je pense que la situation actuelle, évidemment, nous invite à réfléchir sur l'avenir aussi. La sortie d'une période très difficile, individuellement et collectivement, et aussi pour la maison, pour l'institution. Je pense qu'il faut qu'on invite un peu ces questions sur l'avenir de l'opéra, du genre et aussi de la maison. Et quand on parle de la maison, pour moi, ce qui est vraiment important quand on réfléchit à dessiner l'avenir, c'est la pérennité de la maison. Aujourd'hui, dans une situation un peu fragile économiquement, de voir comment on s'organise côté coûts et recettes, réconcilier les deux sans nécessairement sacrifier l'ambition artistique, parce qu'à la fin, c'est les grands spectacles, les beaux spectacles qui vont pas seulement attirer le public et les mécènes et les sponsors, mais aussi les artistes. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de tomber dans une espèce de excès de prudence ou de médiocrité artistiquement, sinon on n'a pas de raison d'être. En même temps, et je pense qu'il faut beaucoup plus se questionner sur les ressources, d'où ils viennent, comment on les dépense, mais surtout d'adopter ce qu'on a commencé à faire, une anticipation dans la programmation, et pas seulement anticipation des projets artistiques, mais des coûts et des recettes qui les accompagnent, pour comprendre les enjeux, sans être nécessairement bloqué dans quelque chose qui a été construit dans le long terme seulement. Et ça nous semble vraiment important. Je veux marier un peu la prudence avec l'ambition. Aussi, une espèce, je pense qu'on a besoin de s'ouvrir davantage aujourd'hui au nouveau public, aux familles, aux jeunes. Communiquer mieux, que l'opéra peut être un endroit pour tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait évident pour tout le monde aujourd'hui, je crois. Et on a envie de s'ouvrir davantage à tous ces publics qui ne nous connaissent pas encore, soit physiquement en salle, ou soit par les moyens qu'on s'est créés pendant la période de la pandémie, avec notre plateforme L'Opéra Chez Soi, où il y a énormément de contenu gratuit et payant qui raconte vraiment notre histoire beaucoup mieux que toute communication. Vous voulez, pour nous, ce qui parle le mieux ou le plus fort de nous, c'est toujours nos spectacles. Nos artistes sont nos meilleurs ambassadeurs, soit les artistes invités, soit les artistes maison. Et si on arrive à les motiver de vraiment
défendre nos spectacles avec fierté et conviction. C'est là où on a envie d'arriver. Évidemment aussi la nomination de Gustavo Dudamel comme nouveau directeur musical qui donne toute une nouvelle énergie, pas seulement interne aux forces artistiques de la maison, mais aussi envoie un message au public qui est assez différente que ce qu'on a fait dans le passé. Gustavo, il raconte toujours cette histoire qui est assez simple. Il me dit, là, me voilà aujourd'hui directeur musical de l'opéra. Quand j'étais né au Venezuela, une petite quarantaine d'années, personne n'aurait anticipé ça. Et la seule raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, il dit, c'est parce qu'on m'a permis d'apprendre la musique quand j'étais jeune. Je pense qu'il y a un message très très fort pour tous les publics, pour les futurs professionnels, mais aussi pour des amateurs qui nous retrouvent en salle, de dire la musique, l'opéra, peut être possible pour tout le monde. Si effectivement on donne les outils aux jeunes. Tout à fait. Faciliter l'accès pour que les talents puissent éclore. Et effectivement, Gustavo Dudamel, quel exemple et quelle chance d'avoir pu, Alexander l'attirer ici à Paris en tant que directeur de la musique. J'ai eu le bonheur de l'écouter là tout récemment dans les Noces de Figaro. Il y a une puissance, un souffle absolument incroyable qui nous emmène tous au fond dans ce bonheur d'écouter Mozart et d'écouter Figaro. Ouais, il y a une joie immense dans sa manière de faire de la musique et qui est cette fois de la bonne manière contagieuse. Tout à fait. On a besoin de plus de contagion comme ça, plutôt que des virus. On a besoin de ce type de contagion. Mais en fait, pour moi, c'est aussi un contrepoids. Vous voyez, ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans cette période toujours un peu difficile, c'est aussi des guérisons, si vous voulez, ou des aides à guérir d'une période difficile. Moi, j'ai eu ce ressenti fin novembre, quand on avait produit la reprise d'Alcina, la très belle production de Robert Carsen-Lagarnier. Et bon, on assiste aux répétitions et on est là, mais je suis arrivé à la première, je me suis assis. Et là, on fait 4 heures de Handel. Et pour moi, c'était vraiment, j'ai repris de l'énergie pour le travail du quotidien, pour combattre la maladie et tout ça. Je suis sorti de ce spectacle, je me sentais vraiment armé et vraiment renforcé pour affronter tout ça dans le quotidien. Et je pense que le spectacle vivant, ça peut servir à ça. Oui, c'est notre rôle, effectivement, de donner de la force, de donner de l'espoir, de donner de la beauté. Oui, effectivement. L'art est vraiment le moteur qui nous permet de nous relancer au quotidien. Et l'art du spectacle vivant, l'art musical, l'art lyrique, le ballet sont des puissants éléments de renouvellement de notre énergie. Tout à fait. Vos paroles sont juste formidables pour exprimer effectivement tout ce qu'on peut gagner à travers l'action qui est la vôtre et l'action de cette maison. Je trouvais particulièrement passionnant et intéressant en fait cette façon que vous aviez à l'instant de nous montrer au fond la complexité qui est la vôtre autour de ce travail sur l'attractivité que vous devez faire, qui est multipolaire. Nous autres entreprises, notre besoin d'attractivité, ce sont les clients et les collaborateurs. Vous avez d'abord les artistes, si je comprends bien, parce que c'est en ayant les meilleurs artistes, les artistes les plus motivés qu'on produit les plus beaux spectacles, mais il vous faut aussi évidemment attirer les spectateurs et votre public. Il est aujourd'hui multiple, protéiforme. Il y a toujours les anciens et les nouveaux, les conservateurs et les modernes. Et donc j'imagine qu'il y a aussi des équilibres difficiles à réunir à travers les différents publics, les jeunes et les plus anciens. Et puis aussi cette attractivité vis-à-vis des mécènes, vis-à-vis de l'écosystème en général, des parties prenantes vis-à-vis desquelles l'opéra résonne au quotidien. Peut-être un mot sur ce dernier point, évidemment du prisme qui est le mien. Les mécènes autour de l'Opéra de Paris et le mécénat en France comme moyen d'accompagner les institutions culturelles. Vous avez un regard particulier?
aujourd'hui? D'abord, ont-ils été eux aussi fidèles à l'opéra en cette période de crise? Ouais. Vous savez, le modèle économique de l'opéra a fait un virage important dans les 10 ans passés. On est vraiment passé d'un financement public à 2/3 du budget à un financement public qui est aujourd'hui autour de 40%. Sur un budget de 220 millions d'euros. Ça veut dire que c'est une somme importante, mais qui aujourd'hui ne couvre plus les coûts fixes de la maison. Et c'est vraiment quelque chose qui nous distingue de tous les autres théâtres nationaux en France, où la subvention couvre les coûts fixes et des fois même un petit budget de création artistique. C'est-à-dire l'opéra, aujourd'hui, on a besoin de jouer, de faire recette, de trouver des mécènes, déjà pour couvrir les coûts fixes, et ensuite pour soutenir un projet artistique. Ça veut dire, c'est vraiment, nous on est presque dans un modèle économique anglo-saxon, beaucoup plus que dans un modèle économique d'Europe continentale, si vous voulez. D'accord. Et c'est un virage qu'on a fait, effectué avec beaucoup de succès dans le passé, avant la crise, mais qui crée aussi une forte tension sur les recettes. Du coup, ce que ça nous force à faire, c'est vraiment rester connectés avec les publics, avec les mécènes, avec les sponsors, pour qu'ils souscrivent à la démarche artistique de la maison, à la direction de la maison au niveau éducation artistique, formation, tout ça, pour nous accompagner. Parce que sans cet accompagnement aujourd'hui, on aurait du mal à vivre. C'est pour ça qu'on se réjouit Très bien. de votre présence à nos côtés. Et c'est un dialogue, c'est vraiment un dialogue. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, si vous voulez, un écosystème de l'opéra qui est entre les artistes, le public, les mécènes, des fois aussi la presse, les critiques. Il faut nourrir tout ça. Évidemment, le public, c'est aussi l'appui des tutelles, qui nous a été très très précieux dans cette période de crise, sans le soutien public, dans une période sans recettes, ça aurait été très très difficile pour nous de continuer. Mais puisqu'on sort de cette crise, évidemment, on se remet en mode spectacle, si vous voulez, de pouvoir proposer des spectacles. Ça va aussi nous aider de refidéliser les sponsors, les mécènes, le public. Après, je rappelle toujours que le public, aujourd'hui, pour moi, ça remplit 3 fonctions. Déjà, chaque Français qui vient à l'opéra a déjà contribué par ses impôts à la fonctionnement de cette maison. Après, ils achètent une place, et de plus en plus, on a besoin qu'ils soient mécènes aussi. C'est cette considération du public, pour nous, c'est beaucoup, beaucoup plus crucial que jamais, aujourd'hui. Et de la même manière, l'appui des mécènes, de dire, nous, on souscrit à la direction de cette maison, aux choix artistiques qui sont effectués par la direction générale, la direction de la danse. Et des fois, il y a une petite peur peut-être de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va faire, l'implication des mécènes. Est-ce qu'ils vont prendre de l'influence sur la programmation et tout ça? Je ne pense pas. J'ai jamais vu un mécène qui est vraiment loyal, fidèle, passionné, qui essaierait de prendre de l'influence d'une telle façon. Mais plutôt, je pense, ces connexions avec les mécènes, les sponsors, ça nous aide à nous ancrer beaucoup plus activement dans la société. Et ça, je pense, pour l'opéra, pour qu'on reste de spectacle vivant, il faut qu'on reste au centre de la société. Sinon, à un moment, plus personne va s'intéresser à nous. Et ça veut aussi dire pas seulement des enjeux artistiques de notre temps, mais aussi d'autres enjeux comme le développement durable, comme la diversité. Tout ça, je pense, de plus en plus, le public, mais aussi en interne, les artistes, les salariés de la maison, vous nous demandez comment traitez-vous tous ces sujets-là, justement pour que ce spectacle vivant reste ancré au cœur de la société. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexander. Je pense qu'effectivement, vous avez bien
préciser et refléter au fond ce modèle nouveau qu'il faut inventer entre ces différents équilibres et en particulier la place de la création artistique d'abord, qui est le moteur principal, la place des publics qui viennent à la rencontre de ces spectacles, la place aussi des entreprises qui savent rester à leur place, mais qui effectivement ont un rôle à jouer, en particulier pour pouvoir ancrer au fond également leur action dans une démarche sociétale dont vous êtes acteur vous-même. Peut-être un dernier mot sur ce terrain, sur au fond votre ambition dans la résonance sociétale, cet équilibre à l'européenne qu'on essaye de créer autour des grands enjeux pour notre planète et pour le bien-être de nos populations. Et ce sera votre mot de conclusion. Bon, je pense, ce qu'on s'est dit avant, c'est vraiment la pérennité de cette maison. Ça va se décliner de plusieurs façons. Qu'on s'inscrit effectivement dans les grands enjeux de la société, qu'on continue à produire des grands spectacles, qu'on arrive à enthousiasmer les artistes et le public par nos spectacles, de leur proposer quelque chose qui est hors du norme, qui les emporte, voilà, c'est l'émotion du spectacle vivant pour nous, ce qui est au cœur de tout ce qu'on fait, la puissance d'une voix dans la salle de Garnier ou de Bastille. Qu'est-ce que ça peut vous faire quand ce son arrive chez vous, sur votre place? Je pense que c'est ça le moteur de tout ce qu'on fait, et on travaille pour ça, pour préserver ça, en même temps pour avoir beaucoup plus d'impact. Ça m'intéresse beaucoup. Après, il faut aussi dire que pour moi, cette question de mettre en valeur, qu'est-ce que ça veut dire être artiste aujourd'hui, après la pandémie, c'est très important, une question de comment inspirer les jeunes de toujours faire ce choix de devenir artiste. Dans un moment qui était un moment de précarité pour beaucoup d'artistes, c'est pas nécessairement facile. Et je respecte vraiment toujours, je dis ça à tous les jeunes dans l'académie, et je respecte énormément ce choix de vouloir devenir artiste, sans aucune garantie de réussite ou de carrière derrière. Et on se soucie évidemment, et pour raison, des nouveaux publics, mais je pense qu'il faut aussi se soucier des artistes futurs, de la nouvelle génération des artistes, de créer un peu d'espoir pour eux, des opportunités, de réconcilier ces deux éléments-là. Formidable, merci Alexander. Placer l'émotion au fond, au cœur de la cohésion de notre société, de l'émergence des talents de demain, de ces talents artistiques qui eux-mêmes produiront les émotions du futur. Voilà votre mot de la fin, absolument un grand moment que nous avons vécu, un grand moment d'émotion. Merci Alexander. Merci à vous.